La Première Guerre mondiale, on l'appelle souvent la Grande Guerre. Mais pourquoi grande? Qu'est-ce qui la rend si différente de tous les conflits qui ont eu lieu avant? Eh bien, c'est ce qu'on va voir ensemble. On va décortiquer pourquoi on la considère comme la toute première guerre totale de l'histoire. Imaginez un peu. En août 1914, cette affiche se retrouve placardée dans toutes les mairies de France. La mobilisation générale. Mais attention, ce n'est pas juste un ordre envoyé aux soldats. C'est un appel qui va aspirer la nation tout entière dans le conflit et qui va changer le monde pour toujours. On entre alors dans une nouvelle ère. Pour gagner, il ne suffit plus d'avoir la meilleure armée. Non, il faut engager absolument toutes les ressources du pays. Mais alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire, guerre totale? C'est un terme qu'on entend souvent, mais qu'est-ce qu'il cache vraiment? En fait, c'est une guerre où la frontière entre le front, là où on se bat, et l'arrière, là où vivent les civils, devient complètement floue. Tout le monde est concerné, tout est mobilisé, l'économie, la politique, la population, tout. On peut résumer ça en 4 points clés. D'abord, les objectifs sont totaux. On ne veut pas juste gagner une bataille, on veut la capitulation totale de l'ennemi. Ensuite, les méthodes sont totales. On utilise absolument tout ce qu'on a sous la main pour se battre. La mobilisation, elle aussi, est totale. On l'a dit, tout le monde participe. Et enfin, le contrôle est total. L'État prend les rênes de toute la société pour la diriger vers un seul but, la victoire. Alors voyons d'un peu plus près à quoi elle ressemble, cette fameuse mobilisation de toute la société. Rien qu'en France, ce chiffre est vertigineux. 8 millions d'hommes sont mobilisés pour aller se battre. Pour se faire une idée, ça représente quasiment 20% de toute la population française de l'époque. C'est juste énorme. Et là, bien sûr, une question se pose. Si tous ces hommes sont au front, qui fait tourner le pays? Qui va travailler dans les champs, dans les usines? Qui fabrique les armes et qui nourrit la nation? Eh bien, c'est tout le reste de la société qui s'y met. On a une véritable armée de l'arrière. Les femmes, qu'on va surnommer les munitionnettes, remplacent les hommes dans les usines d'armement. On fait venir des travailleurs des colonies. Même les plus jeunes et les plus âgés participent. Les usines, comme Renault, arrêtent de produire des voitures pour fabriquer des chars. Toute l'économie se transforme en une gigantesque machine de guerre. Et toute cette mobilisation industrielle, bien sûr, elle va avoir une conséquence directe sur le champ de bataille. Elle va alimenter une violence d'une ampleur totalement inédite. On est vraiment entré dans l'ère de la guerre industrielle. L'industrie ne fait pas que produire plus, elle innove en permanence pour créer des technologies de destruction toujours plus efficaces. C'est l'apparition d'armes terrifiantes, les gaz de combat, les premiers chars d'assaut, les avions qui bombardent, et surtout l'artillerie qui pilonne les tranchées jour et nuit. Le champ de bataille devient un véritable enfer de métal et de feu. Le coût humain de cette violence industrielle est tout simplement effroyable. Regardez les chiffres pour seulement 3 batailles. Verdun, plus de 300 000 morts. La Somme, c'est plus d'1 million de morts ou disparus. C'est difficile à imaginer. Des centaines de milliers de vies sacrifiées, souvent pour gagner quelques mètres de terrain. Mais comme on l'a dit, dans une guerre totale, la violence ne s'arrête pas au front. Elle va aussi frapper durement les civils. À l'arrière, la guerre s'immisce dans le quotidien. Chaque jour, c'est l'angoisse d'attendre des nouvelles, de lire la presse locale et de découvrir ces longues listes de héros morts pour la France, avec la peur d'y trouver un nom familier. Le deuil touche toutes les familles. Et la vie devient de plus en plus dure. Les villes sont bombardées, la nourriture se fait rare à cause des pénuries, il faut des tickets de rationnement pour tout. Et pour les populations qui vivent dans les zones occupées par l'ennemi, c'est encore pire. Elles subissent le travail forcé, les déportations. Cette logique de guerre totale va même mener à l'extrême. Le chaos du conflit mondial va servir de prétexte, ou de couverture, pour commettre des atrocités. C'est notamment le cas du génocide des Arméniens, perpétré par l'Empire ottoman en 1915. Les civils deviennent des cibles. Et puis, après 4 années interminables, la guerre s'arrête enfin, en novembre 1918. Mais elle laisse derrière elle un monde en ruine, un monde à reconstruire. Le bilan humain est catastrophique. Près de 10 millions de soldats morts. Et ce chiffre ne compte même pas les millions de blessés, de gueules cassées, de veuves et d'orphelins. Le traumatisme est immense. Et ce traumatisme va avoir des conséquences profondes. L'historien George Moss a développé un concept très intéressant pour ça, la brutalisation. C'est l'idée que toute la violence de la guerre ne s'est pas arrêtée avec l'armistice. Non, elle a contaminé les esprits, elle s'est infiltrée dans la société et a rendu la violence politique beaucoup plus acceptable. Le monde d'après-guerre est méconnaissable. On parle d'une génération perdue, sacrifiée dans les tranchées. En France, des régions entières sont dévastées, des terres agricoles sont inutilisables, les économies sont à plat. Et pour finir, on redessine complètement la carte de l'Europe, ce qui, loin de régler les problèmes, va créer de toutes nouvelles tensions. Ce qui nous amène à la question finale, la plus cruciale.
Après un tel choc, après une telle boucherie, comment est-ce possible de construire une paix qui soit vraiment durable? C'est le défi immense qui attend les survivants. Une question qui va hanter tout le XXe siècle et qui, malheureusement, mènera à un autre conflit mondial encore plus dévastateur.